Monsieur Keita, vous avez cité le nom de certains militaires que vous avez vus ce jour. Affirmatif. Au stade et à l'hôpital. Oui. Est-ce que vous avez pu voir et reconnaître certains militaires ou bien certains civils qui ont posé des actes ce jour au stade ou bien à l'hôpital? Le premier militaire que j'ai vu, c'est celui qui était encagoulé, qui est venu s'attaquer. Et là, c'est Loudalé Diallo. Est-ce que lui, vous avez pu l'identifier? Non. Tu veux dire ceux dont vous avez pu identifier? Ceux dont j'ai pu identifier, c'est le colonel Tchegboro actuel et le colonel Diaby. C'est les deux militaires que j'ai pu identifier parce que le premier, le colonel Tchegboro, il est venu nous trouver une fois, comme je l'ai dit au début, nous dissuader. Est-ce que vous avez pu identifier des civils également qui ont posé des actes? Un seul civil, celui qui m'a tenu au collet. C'est le seul civil que j'ai identifié de l'autre camp. C'est le camp de ceux qui nous dirigeaient. Est-ce que vous l'avez reconnu? Je l'ai reconnu. Vous pouvez nous dire c'était qui? Son nom, non. Mais je le reconnais. Même si je le vois à minuit, je le reconnaîtrai. Vous avez dit que quand le colonel Tchegboro est venu à votre rencontre ce jour, au niveau de la rentrée de l'université, oui. Qu'il vous a dit qu'il est venu de la part du président. Oui. Quand vous avez vu Dr Gabi, oui, ex-ministre de la Santé, oui, qu'est-ce qu'il faisait réellement? Qu'est-ce qu'il a fait devant vous que vous n'avez pas aimé? Ce que je n'ai pas aimé. Les actes qu'il a posés. Voilà, l'acte que je n'ai pas aimé, parce qu'il est médecin, il est assermenté. Il ne s'est pas apitoyé sur le sort. C'est l'unique. Le médecin, d'abord, c'est l'accueil. C'est la pitié, c'est l'empathie. C'est l'unique chose que j'ai. Qu'est-ce qu'il a concrètement fait? Concrètement, il est venu, il a dit, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Avec un ton impératif. Il était avec qui? Il était avec je crois, ses gardes qui le suivaient. C'est lui qui était devant et eux ils étaient derrière. Et maintenant, eu égard à cette gesticulation, oui, celui qui était derrière lui, parce que moi j'étais assis, ils sont passés à côté de moi, les gens dont les pieds traînaient par-ci par-là, ils bousculaient comme ça, ils continuaient. Mais le ministre, lui, il était devant déjà. Il continuait de réprimander, je ne sais pas vers où il allait, peut-être qu'il allait, je ne sais pas où, mais ce acte, pour moi, il est impardonnable pour un homme assermenté en médecine. Ministère public, des questions. Merci également, honorable assesseur. Monsieur Keita. Oui, maître. Le parquet a suivi avec intérêt votre récit des faits. Merci. De votre domicile jusqu'au stade. Oui. Et également au Pasteur. Oui. À la clinique Pasteur. Oui. Et pour enfin vous retrouver à votre domicile. Oui. Par l'appui de Hadja Alimatou. Hadja Alimatou. Oui. Nous voudrons avoir des éclaircissements par rapport à certains points. Oui. Premièrement, oui. Par quelle voie vous êtes arrivé chez Jean-Marie Doré? Vous avez pris la corniche ou bien par le stade du 28 septembre? Chez Jean-Marie Doré, nous sommes allés par la corniche. Par la corniche? Oui. Donc vous n'êtes pas passé par le stade? Non, par la corniche nous sommes allés. Vous n'avez pas alors compris ce qui prévalait au stade à cette heure? Non. À quelle heure vous avez pris le départ de chez Jean-Marie Doré pour le stade du 28 septembre? C'était dans les environs de 9h, 9h30. Exactement. Et à quel niveau vous avez rencontré le colonel Tchegboro? Très bien. Quand vous quittez chez Jean-Marie Doré, vous venez comme 300 mètres, 200-300 mètres. Il y avait la Fondis. Vous dépassez un peu la Fondis. Vous dépassez un peu la Fondis et vous voyez à votre gauche les véhicules en vente. Comment on appelle ça? C'était un parc. C'est à ce niveau exactement. C'est à ce niveau. Avant d'arriver à l'intersection,
c'est à ce niveau que le colonel est venu avec son garde du corps. Vous étiez en compagnie des autres leaders? Affirmatif. À pied? Affirmatif. Il était avec son garde-corps. Oui. Et derrière lui, il n'y avait pas d'autres militaires? Ils étaient loin. Ils étaient loin. Il est venu vers vous à pied? Oui, il est venu à pied. Il a quitté ce groupe pour venir vers vous à pied? Non, il a quitté vers le stade, c'est-à-dire vers le stade, vers Poli, pour remonter. C'est comme si vous veniez de Dixine pour aller vers Camayen. C'est à cet endroit qu'étaient également ces militaires. Là où ils quittaient vers chez vous, ils quittaient pour vous rejoindre. Oui. C'est à cet endroit qu'il y avait les militaires qui étaient stationnés Derrière lui. Derrière lui. Derrière lui, loin. Il s'est adressé à qui? Et là, c'est Lou Assidia, qui étaient les deux principaux leaders. Confirmez-vous qu'il a tenu les déclarations selon lesquelles le président l'instruit de vous dire de reporter cette marche? Affirmatif. Il a dit, vous avez entendu? Je l'ai entendu, il a dit. Ce qui vous a conduit au stade? Oui. À la terrasse, qu'est-ce que vous avez constaté comme dispositif avant d'avoir accès à l'intérieur du stade? Non, à partir déjà de là où nous étions arrêtés, c'est une ligne droite. Hein, après la fondisse un peu en dessous, vous pourrez rester là et voir l'intersection au niveau du stade. Nous voyons déjà une marée humaine et nous entendions déjà la clameur et le drapeau, le tricolore qui flottait. Nous pouvons le voir de loin. Vous êtes arrivé à la terrasse? Oui, mais avant, jusqu'à arriver à la terrasse, déjà il y a eu jonction parce que les militaires qui étaient là-bas ont quitté. Je ne sais pas où ils sont partis. Donc la population est venue à la rencontre des leaders. Et vous avez eu accès? On a eu accès au stade. Au lieu de tenir le meeting maintenant au Esplanade, nous sommes rentrés directement au stade. Vous avez pris place à la tribune? À la tribune, oui. À quelle heure les tumultes ont commencé? À quelle heure? Bien, aux environs de 11h exactement. Vous savez, on était en transe, on était content. C'est aux environs de 11h, il n'était pas encore midi. C'est aux environs de 11h. Avez-vous constaté la rentrée de certains militaires avant les tirs? Non. Vous, personnellement, vous n'avez pas constaté l'arrivée de... Non, personnellement, ce que j'ai constaté, c'est le gaz lacrymogène qui a été transporté par le vent jusqu'à notre niveau. Parce que ce n'est pas de là-bas qu'ils ont tiré, mais c'est depuis. C'est le gaz qu'ils ont tiré dehors qui venait. Et ensuite, les gens qui tombaient comme des mouches vers le dernier côté de la pelouse, en face. C'est ceux qui étaient derrière, pas ceux qui étaient au milieu. Parce que ceux qui étaient derrière, c'est ceux qui ont commencé à tomber et nous comprenions donc qu'il y avait quelque chose de grave. C'est là aussi bien s'est exclamé, mais ils font quoi? C'est hystérie ou quoi? Non, moi je dis comme médecin, non, ils sont en train de tomber morts, raides. Mais on n'entendait pas les cris de peur à l'époque, là où nous étions. On voyait seulement les gens tomber. C'est après, quand le stade, parce qu'il y avait un brouhaha, imaginez-vous, plus de 5 000, 10 000 personnes qui crient par-ci, par-là, c'était difficile. Si vous n'êtes pas à près de 20 ou 30 mètres, nous étions quand même à 100 ou 200 mètres là-bas, que nous entendions, moi en tout cas, je n'ai pas entendu de crépitement. Vous avez constaté la présence de qui? De quel militaire au stade ce jour? Les deux militaires que j'ai identifiés, dans les circonstances que je vous ai décrites, c'est le colonel Tsegboro, à l'époque ministre, qui nous a rencontrés une fois de plus au niveau un peu de la fondisse. Et le colonel Diaby, qui a passé à quelque chose de 20 à 30 cm de moi au niveau des urgences de Donka. Je voudrais parler d'abord, je vais en venir, je voudrais parler dans l'enceinte du stade. Avez-vous constaté la présence des bérets rouges? Oui, il y avait des bérets rouges parce que ceux qui venaient avec Jean-Marie de loin, on sentait que c'est les bérets rouges. Et moi, celui qui m'a tiré par la main pour me faire sortir portait casque. Lui était en béret pas rouge, mais celui qui portait casque, lui, je l'ai clairement identifié parce que c'est lui qui m'a tapé avec le bois de chauffe. Vous avez identifié, il était en béret rouge, mais vous n'avez pas pu le dévisager? Je n'ai pas vu. Non, je l'ai dévisagé, mais je dis, il portait casque. Parce que nos yeux sont croisés
Si vous le voyez aujourd'hui, vous pouvez le reconnaître. Lui, si je le vois, je peux le reconnaître. Comme celui qui m'a tenu par la peau. Si je le vois, je peux le reconnaître. À quel moment vous avez reçu des coups? Bien, quand je me suis détaché du lot, comme je vous ai dit, où il y avait des milliers de personnes, tous tétanisés, et qui n'avaient même plus, ne savaient même pas qu'est-ce qui allait advenir. Je suis sorti du lot, 5 mètres plus ou moins. Quelqu'un m'a ailé, mais j'ai continué, l'adrénaline était là déjà, je ne pouvais plus faire, j'avais face à eux. C'est comme à 40 mètres de là où j'ai quitté. Là où il m'a pris, nous n'avons fait que quelque chose que 10 pas pour sortir maintenant du stade. Par la porte. Pas de la grande porte, hein. La petite porte, c'est la porte du stade annexe. Vous avez dans votre récit parlé de... Vous avez eu le courage, et lorsque vous avez voulu sortir du stade, à affronter les militaires. Et dans votre parcours, est-ce que vous avez remarqué des personnes qui étaient en train de commettre des actes de nature à donner la mort ou à violer les femmes? Vous avez constaté des actes posés par des militaires lorsque vous étiez dans l'esprit de vous extirper du stade? J'ai reconnu 2 actes que je mémorise. Celui qui est venu s'attaquer au leader Selou, j'ai eu le temps de l'observer. C'est un béret rouge? Il était encagoulé. La cagoule qu'il portait était rouge. Ce n'est pas rouge foncé, rouge un peu jaunâtre. On ne voyait que les 2 trous. Il n'était pas très grand. C'était taille moyenne, pas très costaud. Comparativement à celui, moi, qui m'a frappé et qui m'a tenu, lui n'était pas costaud. Mais je n'ai pas vu sa figure. J'ai vu la cagoule et les 2 trous. C'est tout ce que j'ai vu. Lui, c'est le premier militaire, donc que je ne peux décrire que par sa forme. Le deuxième, une fois de plus, c'est celui, pas qui m'a tiré par la main, mais celui qui a pris le bois pour me fracturer la tête. Et la troisième personne que je peux reconnaître, qui n'est pas militaire, c'est le civil qui était avec un militaire armé, mais comment on appelle ça, l'arrêt bus d'en face. C'est les 3 que je reconnais. En dehors des 2 officiers qui étaient des ministres à l'époque. Alors, vous avez parlé de la présence de Diaby, le ministre Diaby. Oui, ministre Diaby. À Donka. Confirmez-vous qu'il était venu à Donka, aux urgences? Oui, je confirme. Il était accompagné par les militaires? Oui, je confirme. Quelle a été son attitude? Quel acte il a posé? Premièrement, il n'était pas armé. Ensuite, il n'a violenté physiquement personne. Mais les termes qu'il a placés, si je n'étais pas médecin, je n'allais pas considérer. C'est pourquoi ça m'a choqué. Parce qu'il est médecin. Et là, il a failli à son devoir de serment d'Hippocrate, d'apporter assistance à personne en danger. Et c'est ce qui a donné le courage à ceux qui l'accompagnaient de maltraiter ceux qui étaient couchés. Et moi, c'est ce qui a fait que mes collègues médecins m'ont habillé pour me camoufler afin que je me fonde en eux. Parce qu'ils n'étaient pas venus avec de bonnes intentions, apparemment. Donc il a tenu des propos. Il a tenu des propos qu'un médecin ne doit pas tenir. Qu'un médecin ne doit pas tenir. Peut-être qu'il a tenu des propos qu'un Thibou Kamara a tenu quand il est venu à Pasteur. C'est lui qui devait tenir ce discours. Il n'a pas donné des coups de pied aux victimes devant vous, aux blessés? Lui, il n'a pas donné. Je ne l'ai pas vu donner. Qui a donné des coups devant vous? Celui qui a donné le coup devant moi, c'est ce garde-corps, ceux qui l'accompagnaient. Ceux qui l'accompagnaient. Il avait connaissance que ces gardes donnaient des coups? Il n'avait pas connaissance. Il n'avait pas connaissance. Il n'avait pas connaissance. À la clinique Pasteur, oui. Vous êtes venu trouver les autres leaders? Oui, c'est l'eau. C'est l'eau, Sidia et Jean-Marie Doré. Oui. Et vous personnellement? Oui. Vous personnellement? Oui. Est-ce qu'à cet endroit, oui, vous avez reçu des soins appropriés? Le premier soin que j'ai reçu, c'était
la veille, parce que c'est le 29 que j'ai été à Pasteur. Le 28, après le stade, j'ai passé de 15 h pratiquement jusqu'au 29 à 9 h, je l'ai passé à Donka. C'est là où j'ai reçu les premiers soins d'urgence. Mais ces soins n'étaient pas très appropriés. Et puis, j'ai été à Pasteur. Ils m'ont donné rendez-vous pour le lendemain. Le document est là. Le 30, ils ont fait la radiographie et ils ont bien plâtré. Malgré tout, comme je suis chirurgien, j'avais des difficultés. Ma main ne pouvait pas rentrer dans le gant. J'ai été en France. C'est en France, par l'aide de Cellou Dali Diallo, il faut le dire. C'est lui qui m'a aidé à aller en France. Il a pris tout en charge pour que ma main soit traitée dans un des meilleurs hôpitaux de Paris. Voilà, pendant 3 mois. Dans votre récit également, M. Keita, oui, vous avez parlé de déclaration et vous avez parlé de la version de votre dame, votre femme. Oui. Et elle vous a fait état de la présence dans l'enceinte du stade de Kégoro. Oui. Confirmez-vous ces déclarations? Oui, et c'est agrippé. Parce que quand le civil, pas le béret rouge, c'est le béret rouge qui l'a maltraité, l'a bâtonné, sérieusement. Le civil est venu avec un couteau, il a bien reconnu, et il voulait l'égorger. Quand il voulait l'égorger, un des bérets rouges qui était en train de la mettre a dit, il n'a pas fait. Elle a pris. Et le bonhomme, déjà, il a obtempéré au dit de ce militaire béret rouge, mais malgré tout, fâché, il a retourné l'arme dans la main de madame, il a lacéré complètement sa main. Et c'est cette main sanglante que, entre-temps, Kégboro venait et il a vu qu'ils étaient en train de la maltraiter. Il a dit, hey, arrêtez. Et madame était soulagée parce qu'il voit quelqu'un qui dit, hey, arrêtez. Et l'intéressé s'approche. Et il reconnaît bien, c'est Kégboro. Il dit, commandant, mon commandant, sauvez-moi, sauvez-moi. Et Kégboro, en train de passer, elle s'est agrippée à la chemise, me dit-elle, le bras droit, parce que Kégboro passait, elle était à gauche, et elle s'est agrippée avec sa main sanglante à la chemise du colonel Kégboro, commandant à l'époque. Si le commandant est là, je suis sûr que c'était un pieux, et je suis sûr qu'il ne dira jamais le mensonge. Il reconnaîtra qu'il avait du sang sur sa tenue. Et ce sang-là, c'est le sang de Mme Keita. Je vais revenir pour terminer sur un passage. Lorsque vous étiez dans la logique de venir au stade, oui, vous dites que vous avez été dissuadé par votre frère, qui était commandant à l'époque. Oui, commandant de la marine à la retraite. À la retraite. Oui. Vous confirmez ces déclarations? Oui, je confirme ces déclarations. Est-ce que ce acte posé par votre frère oui, ne présume pas qu'il y avait déjà une préparation de réprimer ces faits? C'est certain parce qu'il n'a pas l'habitude. Et quand même, c'était un militaire à la retraite. Il a été commandant de la marine. Et il a vécu les massacres de janvier-février. Je me suis dit, certainement, c'est cela. Parce qu'il a dit avec insistance. Et à 7 h du matin, 5h45, hein, le téléphone crépite. D'habitude, lui et moi, nous parlons généralement dans l'après-midi. Mais qui m'appelle à cette heure-ci et insiste de ne pas sortir, que ce n'est pas bon. Alors j'ai compris directement que ça allait être chaud. Je ne pensais pas, je n'étais pas sorti pour aller mourir, hein, mais j'avais envisagé cette possibilité parce que je sais que les militaires, généralement, ils sont capables de tirer et de tuer, comme ils ont fait en janvier-février 2007. Et c'est pourquoi j'ai dit à madame, toi tu restes, mais il se peut que je ne revienne pas. Mais si je ne reviens pas, occupe-toi des enfants, ceux qui sont enfants et ceux qui sont là. Mais aussi, il n'y a aucune possibilité pour moi de ne pas aller. Parce que si je ne vais pas, je ne pourrai plus te regarder en face. J'aurai la prison de conscience. Je ne pourrai plus me mirer. Je serai un homme vivant mort. Et je serai traité comme un lâche. Non, je ne le fais pas. Elle a insisté. J'ai dit non, je vais partir. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Moi, je vous remercie.